Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Être un historien renommé ne vous empêche pas d'avoir construit votre propre histoire en multipliant les activités, ce qui me permet de dire aujourd'hui bonjour monsieur les présidents, bonjour Jean-Noël Jeannet. Bonjour Jacques Pessis. C'est vrai que vous avez fait beaucoup de choses, vous continuez à en faire beaucoup. On parlera tout à l'heure notamment de cette pièce au Petit Montparnasse, de vos débuts d'auteur de théâtre avec l'un de nous deux au Petit Montparnasse. On parlera aussi du Salon de la biographie du roman historique dont vous êtes le parrain samedi prochain à Chaville. Mais avant, le principe de l'émission, c'est de vous raconter à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée vous concernant, Jean-Noël Jeannet, c'est le 12 novembre 1959. Et si ça ne vous dit rien, écoutez ceci. Générique de Télématch. Et là, car vous êtes à 17 ans le plus jeune candidat de Télématch pour un jeu qui s'appelait Tous pour un. C'est vrai ? C'est vrai, c'est absolument historique, oui. Il faut vous dire que j'ignorais tout à fait à l'époque l'importance de la télévision. Nous n'avions pas de poste récepteur à la maison et je suis allé là comme pour un jeu et j'ai été stupéfait de voir l'extraordinaire effet de cette émission. J'ai d'ailleurs été un peu gêné, parce que j'étais en hypocagne, et naturellement mes petits camarades se sont moqués de moi, donc je me suis hâté d'arrêter. Mais c'est une expérience qui m'a marqué. Alors c'est une émission de Pierre Bellemare, qui est la pionnière des jeux télévisés. Ça s'appelait Tous pour un, et finalement c'est l'ancêtre de Qui veut gagner des millions, car quand vous ne répondiez pas, on faisait appel aux téléspectateurs avec Roger Coudert. C'est exactement cela. Et oui, il était au bout du fil. Il y avait aussi Alain Decaux, Jean-François Chiappe. Et comment vous êtes-vous retrouvé dans cette aventure, Jean-Noël Jeannet ? Nous sommes allés à 2 ou 3 camarades pour nous amuser. Quelqu'un nous avait signalé qu'on cherchait des candidats. Et encore une fois, je ne mesurais en rien l'écho que cela pouvait avoir. Au point que j'ai su que même le général de Gaulle l'avait regardé. C'était le dernier président de la République qui a été un bon téléspectateur. Oui, ça c'est vrai. Alors il faut savoir que Télématch a été inventé au départ par André Gillois, résistant et inventeur du Poste parisien, créateur de jeux. Qui est mort centenaire. À 102 ans exactement. Ah. Je suis allé à ses 100 ans. Bataille. et André Gillois avait créé un jeu de loi qui n'a pas marché du tout, et c'est comme ça que Pierre Bellemare est arrivé pour sauver Télématch. Alors à l'époque, dans cette émission, vous dites que vous avez vu aux 2 bacs avec une dispense. C'est assez étonnant. Vous croyez ? Je n'ai pas de mémoire. Il fallait une dispense en principe quand on avait 16 ans pour le second bac, mais enfin beaucoup de gens la demandaient. Il n'y avait vraiment rien là d'exceptionnel, je vous assure. En tout cas, vous avez fait vos études à Grenoble, études primaires, et ensuite directement Montaigne, Louis-le-Grand et des études supérieures. Oui, je suis allé dans ce lieu magnifique qui était l'Hypocagne et la Cagne du lycée Louis-le-Grand. Admirable lieu de formation, en vérité, je ne connais pas mieux. Et l'école normale supérieure, vous aviez comme condisciple Régis Debray. Il était de la promotion antérieure, il avait été reçu brillamment premier. Nous sommes restés très liés. Et puis, en fait, vous venez d'une famille où les Jeannet sont célèbres. La famille est originaire de Fondrement et Riose. Et je crois que votre grand-père et votre père, c'est-à-dire Jules Jeannet et Jean-Marcel Jeannet, ont été maires de Riose. Oui, en effet. Rio, on dit Rio. Oui. On dit Rio. Oui, mes ancêtres cultivaient la terre et étaient tanneurs dans le village de Fondrement. Les plus fiers de ce petit village disent que ça vient de Fons Romanus, une fontaine romaine. C'est un joli lieu en tout cas. Et puis après, c'est assez classique. C'est typiquement la promotion sociale de la Troisième République. Le fils du cultivateur devient saute-ruisseau puis commissaire-priseur et le fils de celui-ci fait des études assez brillantes, devient avocat et entre en politique. Oui, et tous deux ont été liés au général de Gaulle, puisque votre grand-père, lui, a fait, je crois, partie de ceux qui ont conseillé le général de Gaulle à Londres pour préparer un gouvernement de France libre, et que votre père a été ministre de Gaulle. Oui, il l'a conseillé depuis la France. Depuis la France, oui. Car le régime infâme du maréchal Pétain avait supprimé contre toutes leurs promesses les bureaux même des chambres en 1942. Et mon grand-père s'est alors réfugié auprès de mon père à Grenoble le dernier hiver. Il a dû, prévenu qu'on le rechercherait, il a dû se cacher dans un village de la montagne. Et puis on doit aussi à votre père, Jean-Marcel Jeannet, l'ANPE, c'est lui qui est à l'origine, et c'est lui qui a convaincu... Pôle emploi maintenant. Oui. Exactement, et qui a convaincu le gouvernement de soutenir Lucien Neuwirth pour que la pilule existe. Oui, il était à ce moment-là ministre des Affaires sociales, et il a été absolument favorable à l'idée de cette liberté donnée aux femmes, et très heureux de soutenir la proposition de loi, c'est-à-dire venant d'un député que Lucien Neuwirth avait porté et qui très légitimement porte son nom. Cette position a été facilitée
pour mon père par le fait qu'il avait eu 8 enfants, tout en n'étant pas du tout catholique, contrairement à ce qu'on croyait. Mais il avait eu 8 enfants, donc on ne pouvait pas l'accuser d'être antinataliste. Et puis alors, au départ, vous rêvez d'être philosophe, et puis finalement, c'est Michel Foucault qui vous le déconseille, et vous devenez historien, Jean-Noël Jeannet. Je n'ai pas vraiment rêvé, je me suis interrogé sur le chemin que je prendrais. Effectivement, Jean Hippolyte, directeur de l'école, et Michel Foucault m'avaient interrogé au concours d'entrée. Je suis allé les voir et je leur ai demandé qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que je dois être philosophe ou est-ce que je dois être historien? Sans hésiter, ils m'ont dit tous les deux, soyez historien. Ça m'a un peu vexé dans l'instant, mais rétrospectivement, j'en étais très heureux et je leur en suis reconnaissant. Et je crois qu'ils ont eu raison. Alors, vous êtes devenu professeur à sciences politiques, professeur d'économie politique. Non, pas d'économie politique, d'histoire. C'est mon père qui est... Non, c'est votre père, oui. J'étais d'abord enseignant à Nanterre, oui. Expérience très, très stimulante, je dois dire. Puis, effectivement, à l'Institut d'études politiques de la rue Saint-Guillaume, à Sciences Po, comme professeur d'histoire contemporaine. Avec des allers et des retours réguliers, c'est-à-dire plusieurs fois, vous avez abandonné, vous êtes revenu, et toujours avec le même plaisir. J'ai fait des escapades, oui. Des gens gardent un souvenir. Oui, je n'avais pas envie, quand j'avais 20 ans, de rester uniquement dans... Je ne voulais pas avoir de supérieur, je voulais être libre. L'université donnait cette liberté, mais je ne voulais pas non plus rester, si les circonstances me permettaient de le faire, rester constamment au bord du fleuve à regarder les autres nager. J'avais envie de me mêler des activités du siècle, d'avoir des fonctions publiques, et j'en ai eu. Oui, vous en avez eu pas mal, on va en reparler. Et vous avez même refusé, je crois, d'être la plume du ministre du Travail de Georges Pompidou, à l'époque. Vous en savez des choses, effectivement. Oui, j'étais très jeune, et effectivement, il était gaulliste de gauche. C'était Grandval, Gilbert Grandval, grand résistant. On m'avait demandé, mais j'avais 22 ans, et ça aurait été absurde de le faire. Il valait beaucoup mieux d'abord passer l'agrégation, faire une thèse, assurer mon indépendance. J'ai été plutôt touché, mais je n'ai pas hésité un instant à refuser cette offre aussi flatteuse qu'elle ait été. Et on va évoquer d'autres choses plus importantes et publiques que vous avez faites avec une autre date, le 14 juillet 1989. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Noël Jeannet. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jean-Noël Jeannet. 14 juillet 1989, c'est une date historique et une date qui vous dit quelque chose. Oui, c'était le jour de ma vie qui a été probablement le plus intense pour moi, puisque c'est le moment où nous avions organisé le grand défilé de Goude, Jean-Paul Goude, aux Champs-Élysées. C'était le clou de la commémoration de la Révolution française et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont le président Mitterrand m'avait chargé après la mort d'Edgar Faure. Voilà, effectivement, il y avait eu au départ Michel Barouin qui avait été postulé, il est mort. Un accident d'avion, oui. Edgar Faure est mort et quelques temps avant, je l'avais rencontré, il avait encore un chef de cabinet et le travail du chef de cabinet consistait à envoyer à des jeunes femmes les poèmes qu'il écrivait. Oui, il a d'ailleurs fait des chansons qui ont été interprétées par Serge Reggiani. Une si longue attente, je parle à Jacques Pessis, donc je sais qu'il est au courant de cela. En fait... Edgar Faure avait souhaité mettre surtout l'accent sur les droits de l'homme. Il n'aimait pas vraiment la Révolution française. Il avait même dit un jour, il y a 2 hommes qui auraient pu l'éviter, Turgot, mais il était mort, et moi, mais je n'étais pas né. Et vous êtes retrouvé à la tête de cet événement avec une toute petite équipe, parce que c'est François Mitterrand qui a décidé que vous feriez ça, Jean-Noël Jeannet. Oui, c'est lui qui m'a choisi. J'avais été auparavant président de Radio France, j'avais été délicatement posé au bord du fleuve par... la droite qui à l'époque avait vraiment, c'était vraiment le retour des émigrés en 1900. Oui, je dis 1815. En 1986, on veut oublier que vous avez été là et vous disparaissez. Mais évidemment, quand François Mitterrand est revenu au pouvoir, réélu en 88, l'atmosphère a changé. C'est là qu'il m'a donné l'occasion de cette activité qui a été le plus grand labeur de ma vie en vérité, pétrie d'inquiétude, d'angoisse et marquée par des convictions politiques fortes, mais dont je garde évidemment, puisque en somme ça a bien tourné, un souvenir assez lumineux. Oui, mais en même temps, il y avait des rivalités internes. Il y avait Jacques Lang qui voulait s'approprier quelques petites choses en plus. Il y avait la délégation française, mais aussi les manifestations à l'étranger. Il y en avait de tous les côtés. Ce n'était pas une rivalité, les manifestations à l'étranger. Non, je parle de Jacques Lang. Jacques Lang il s'est fait nommer ministre du bicentenaire. Oui. Il a fallu que d'entrée de jeu, je marque avec l'appui de Michel Rocard, Premier ministre, que je n'étais pas rabattu dans une situation de directeur d'administration, mais que le président Mitterrand avait souhaité que je porte l'aspect politique de cette commémoration. Et donc nous sommes, après un moment
assez bien accommodé, d'autant plus que il faut lui rendre justice, c'est un collaborateur de Jack Lang qui a eu l'idée de Jean-Paul Goude pour concevoir le défilé du 14 juillet. De cela, évidemment, je continue à lui savoir gré. Pour le reste, j'ai pu assez bien définir mon royaume. Et Jean-Paul Goude, d'ailleurs, a fait quelque chose de fabuleux. Et il y a eu une réunion, je crois, à l'Élysée avec François Mitterrand, peut-être étiez-vous là, Jean-Noël Jeannet, où il a dit à Jean-Paul Goude, si vous faites la moitié déjà de ce que vous proposez, ce sera très bien. J'étais là, bien sûr, nous lui avons présenté le projet sur les Champs-Élysées auquel nous travaillions de près avec Jean-Paul Goude. À lui, l'invention, l'imagination, le talent créatif, à nous de veiller à ce que le message que nous souhaitions porter reste avec fidélité servi par la problématique même du défilé. Je crois qu'on y est assez bien parvenu. Oui, alors, au départ, l'idée du défilé, vous aviez pensé, et Jean-Paul Goude avait pensé à Parade, de Jean Cocteau et Picasso, qui est un ballet qui a été, je crois, créé au Théâtre du Châtelet et qui a fait scandale en 1917 parce qu'il y avait des bruits de machine à écrire avec les musiciens, et vous avez changé complètement d'orientation. Je n'ai pas le souvenir que nous ayons sérieusement envisagé cette solution. Avant nous, Jean-Michel Jarre était plus ou moins programmé pour faire... organiser la manifestation. Je n'avais rien contre lui, j'avais de la considération pour son talent, mais il avait déjà fait des cérémonies un peu semblables au DOC à Londres, en Chine, etc. Et j'escomptais que si c'était lui qui organisait la fête du 14 juillet 89, ça n'aurait pas la spécificité, l'originalité éclatante qu'a eu ensuite, évidemment, la création de Jean-Paul Goude. Et puis, il y a eu un moment d'émotion particulier avec cette chanson. Jessie Norman chantant la Marseillaise, j'étais là, je veux dire, c'était vraiment un moment fabuleux. Intense, je la revois encore magnifiquement drapée de tricolore, avec cette voix vraiment unique et vraiment servant l'hymne national avec une ferveur, une efficacité, pas plus que du brio, avec une force qui, je crois, a rendu beaucoup d'yeux humides. Alors, Jessie Norman, on dit que Diva, le film de Benex, le titre vient justement de l'émotion que lui procurait Jessie Norman. Je ne savais pas. Et aujourd'hui, à Augusta, aux États-Unis, sa ville natale, un amphithéâtre porte son nom pour célébrer celle qu'on appelle la plus grande, la plus forte. Voilà. Alors, elle nous est apparue comme la plus grande et la plus forte pendant ce bref moment de la Marseillaise du 14 juillet 89. Alors ensuite, après avoir organisé ces cérémonies du bicentenaire, Jean-Noël Jeannet, vous êtes retrouvé au gouvernement à différentes fonctions, et il y a une chaîne qui vous doit beaucoup, c'est Arte, car vous êtes à l'origine de la chaîne d'Arte. Non, je ne suis pas à l'origine d'Arte, mais je suis à l'origine de la décision prise de porter Arte, qui était à ce moment-là en ligne, sur le 5e réseau hertzien, c'est-à-dire de la rendre disponible pour tout le monde. Il faut rappeler que c'était le moment de la déconfiture de la 5e chaîne qui s'est écroulée, et que du coup ce réseau hertzien était libre. Et il m'a semblé, en effet, j'étais responsable de la communication au gouvernement, il m'a semblé que, puisque nous avions été un certain nombre à nous battre pour qu'il y ait cette chaîne franco-allemande et pré-européenne, et qu'elle était de bonne facture, qu'il était expédient, qu'il était bien qu'elle puisse être donnée à tous les Français et pas seulement à ceux, à l'époque minoritaires, qui n'y accédaient qu'en ligne. Et à l'époque, personne n'y croyait. Et en 2019, Arte est toujours là et ça fonctionne, Jean-Noël Jeannet. Oui, ça fonctionne. Ça peut toujours mieux fonctionner encore, mais c'est évidemment une voie spécifique et qui est fondée, c'était l'idée au départ, sur autre chose que sur l'analyse des sondages. Autrement dit, elle était fondée sur une philosophie, en fait, qui remonte à des débats qui remontent à l'entre-deux-guerres. Est-ce qu'il faut donner au public ce qu'il attend et ce qu'un ensemble de sondages vous disent qu'il attend? Ou bien est-ce qu'il faut lui faire une offre, comme vous faites en somme, j'imagine, une offre que le public n'attend pas forcément et qu'il se mettra à découvrir qu'il aime quand on le leur a présenté et proposé? C'était ça, la philosophie d'Arte. Évidemment, à un assez haut niveau, qui était respectueux du public. Il ne s'agissait pas de faire une chaîne d'élite pour des ghettos intellectuels, mais de viser haut et si possible juste, et si possible européen, au profit d'un large public qui deviendrait rapidement ou lentement fidèle à cette chaîne. Oui, et à l'époque... Un joyau. Un joyau, et face à Berlusconi, moi je me souviens de ma rencontre avec Berlusconi dans un appartement parisien près de la rue, c'était près des Champs-Élysées, près
près de l'Arc de Triomphe. Il était là, il accueillait ses invités au piano en chantant Revoir Paris de Charles Trenet. Eh bien, c'est pourtant lui qui avait été défait avec la chute de la 5. Exactement. Mais il continue à recevoir tout le monde. Alors, à l'époque, vous êtes donc président et vous avez accumulé les titres de président. Quand je dis président, je ne suis pas président, je suis ministre et je m'occupe de... Oui, mais Oui. avant, vous avez été président de Radio France, mais Oui. les titres de président, Jean-Noël Jeannet, vous les avez accumulés. Oui, il semble. C'est-à-dire qu'il y a eu la BNF, et la BNF, c'est aussi un chantier totalement surréaliste que vous avez mené, et vous avez mené, je crois, un combat contre Google à l'époque, et vous avez été un visionnaire de ce côté-là, avec la numérisation avant la lettre. J'ai en effet eu le privilège d'être le président de la Bibliothèque nationale de France entre 2002 et 2007, c'est-à-dire un quinquennat. C'était un moment où elle était un peu, comment dire, elle avait des bleus à l'âme, parce qu'on l'avait beaucoup critiquée, bien qu'elle ait transporté de façon très efficace, grâce à un certain nombre de ses conservateurs, dont Jacqueline Sanson en particulier. Elle avait été très critiquée. L'idée même, l'architecture de Perrault, etc. Donc il fallait lui redonner confiance en elle. Je crois y avoir un peu contribué, d'abord en marquant à cette population très attachante des conservateurs beaucoup de considération, mais en me disant surtout qu'il fallait dessiner de nouvelles perspectives. Et à cet égard, évidemment, le développement du numérique offrait des possibilités magnifiques, puisque au bout de 2 ans, j'ai appris, comme tout le monde, que Google avait l'intention de numériser l'entièreté des livres de la planète sous le titre de Google Print à l'époque. Et apprenant cela, j'ai en effet brandi le drapeau français et européen, surtout européen, en disant on ne peut pas laisser à une firme américaine fonctionnant sur le principe de la recherche du profit le seul privilège de numériser tout ce qu'est l'héritage de l'humanité. D'autres l'ont compris, les Chinois se sont rebellés, les Japonais aussi, et j'ai fait un article, puis un petit livre, Quand Google défie l'Europe, où j'expliquais à ce moment-là qu'il fallait que l'on réagisse en faisant la même chose, mais en se fondant non pas sur sur une, comme ils appellent PageRanks, non pas sur un ordre offert qui se fonderait sur la popularité de tel ou tel livre ou sur l'influence secrète de la publicité, mais qu'il fallait choisir cette offre, l'organiser d'une manière à partir de critères qui soient des critères intellectuels et des critères qui soient exposés à tous. Et cela, je crois, a touché beaucoup d'opinions publiques dans le milieu et ailleurs. Jacques Chirac m'a beaucoup soutenu. Et nous avons lancé un prototype qui allait dans ce sens-là. L'histoire en suivante a été moins brillante. Mon successeur ne s'y est pas attaché. Mais il en est resté quelque chose. Il en est resté vraiment la conviction qu'il ne fallait pas abandonner un monopole à Google. Et aujourd'hui, évidemment, on relit, on me l'a dit, ce petit livre qui a été traduit en 17 langues. Je n'ai jamais été autant traduit, je ne le serai plus jamais. Donc c'était vraiment un manifeste qui a été écouté et lu et qui a contribué à ce que chacun redécouvre le prix de la diversité dans ce domaine, même aux États-Unis. Figurez-vous qu'au bout d'un certain temps, après un moment de fierté nationale, c'est Google qui va numériser tout ce que nous avons reçu de nos ancêtres. On s'est aperçu du côté des universités, même celles qui avaient d'abord contracté avec Google, qui avaient un grand inconvénient. Et on a fait aux États-Unis une bibliothèque numérique fondée sur d'autres critères que celui du profit, qui existe aujourd'hui et que j'ai pris, je dois dire immodestement, comme une ratification du combat que nous avions mené et que je suis assez fier d'avoir mené. Et vous avez mené ensuite d'autres combats et vous continuez à en mener. Et on va en parler avec une date très récente, le 10 septembre 2019. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Noël Jeannet. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jean-Noël Jeannet, 10 septembre 2019. À toutes vos activités, vous en ajoutez une, auteur de théâtre, puisqu'au Petit Montparnasse a débuté L'un de nous deux, Mandel Bloom, avec Christophe Barbier, Emmanuel de Chartres, et c'est vous qui avez écrit cette pièce. C'est vrai, je l'ai écrite, oui, et c'est un bonheur dont je ne vous dissimulerai pas les dimensions que d'avoir cette expérience nouvelle. Un texte qu'on a inventé tout seul il y a déjà plusieurs années et qui tout à coup est donné au grand talent d'un metteur en scène et de 2 ou 3 comédiens hors de pair qui en font leur affaire, je ne dis pas qu'elle la transforme, mais qui la subsument, qui en font quelque chose qui, pour moi, quand je suis spectateur en même temps qu'auteur, offre des émotions vraiment hors de pair. Comment êtes-vous arrivé au théâtre? Parce que c'est aussi un autre métier, Jean-Noël Jeannet.
parce que j'étais probablement un peu fou, je ne sais pas, j'ai des morceaux de folie dans ma sagesse, dans mon effort de sagesse. J'ai eu envie de cela il y a 7 ou 8 ans, un peu plus. Je me suis dit, ce serait intéressant d'essayer. Je ne me suis jamais senti romancier, mais je me suis dit, après tout, j'aime le théâtre, et est-ce qu'on ne pourrait pas essayer, en se fondant sur une période, en choisissant une période évidemment, où je me serais familière les positions des uns et des autres, les interrogations, où je pourrais mettre au profit de cette imagination ce que mon métier d'historien m'avait permis au long des années d'accumuler. Et j'ai donc choisi ce thème. Oui, parce que c'est une histoire vraie au départ. Georges Mandel et Léon Blum se sont retrouvés prisonniers des Allemands dans un camp, et c'est à partir de ça que vous avez imaginé cette pièce, Jean-Noël Jeannet. Je me rappelais ce qu'on nous avait enseigné à l'école, c'est-à-dire que la tragédie devait respecter l'unité de lieu, l'unité de temps et l'unité de thème. Et comme je connaissais bien Léon Blum et Georges Mandel, auquel j'avais consacré un livre antérieurement, et que je savais qu'ils s'étaient retrouvés dans cette petite maison près du camp de concentration de Buchenwald pendant plus d'1 an, je me suis dit qu'il pourrait être intéressant d'imaginer leur dialogue dans sa diversité, en faisant pivoter la pièce autour d'un événement décisif, c'est-à-dire le moment où Philippe Henriot, le très efficace ministre de la propagande de Vichy, avait été abattu par la résistance, et où, par conséquent, ils ont su, l'un de nous deux, ils ont su que très probablement l'un d'entre eux serait livré par Hitler à la vindicte de Pétain pour représailles. Donc, ces 3 axes sont organisés autour de ce moment-là, et c'est l'occasion de mêler des moments de tendresse, presque de gaieté serait trop dire, mais d'humour entre eux, avec des moments beaucoup plus graves, où ils débattent des grandes questions de la politique. Et j'ai eu l'idée peut-être démesurée que, à propos de ce cas particulier, de ces 2 personnages que j'aimais l'un et l'autre et dont je connaissais la diversité, on pourrait traiter de questions qui les dépassent et qui peuvent même résonner encore aujourd'hui. La question de la liberté de l'action, le refus ou le compromis, les circonstances, la manière de gouverner les hommes, le rythme aussi, les différents rythmes de l'intervention de l'homme politique dans le cours des choses. Voilà ce que j'ai essayé de montrer, et je dois dire qu'après les premières représentations, j'étais tout ému au fond de la salle. J'ai eu l'impression, mais je suis mauvais juge, que ça marche assez bien. Oui, ça marche. Alors, il y a Emmanuel de Chartres, qui a été jusqu'à l'an dernier directeur du Théâtre 14, et Christophe Barbier, journaliste mais passionné de théâtre, qui fait ses débuts sur une grande scène avec vous. L'avantage, c'est que tous les deux sont très cultivés en politique, et que par conséquent, ils habitent les 2 personnages à partir de tout ce qu'ils ont accumulé eux-mêmes de compétences. Je ne peux pas dire que Christophe Barbier, qui est vraiment excellent comme acteur... C'était son rêve de jouer au théâtre. Oui, je crois que maintenant il va faire un peu de journalisme pour gagner sa vie, mais que l'essentiel continuera d'être pour lui la scène. Emmanuel de Chartres, c'est le fils d'un ministre gaulliste de gauche de la période des années 60, et par conséquent, il a tété ce lait dans sa prime enfance. Et puis, finalement, vous avez un point commun avec Georges Mandel, ce sont les médias, car quand il était ministre des PTT en 1935, c'est lui qui est à l'origine de la première émission de télévision diffusée, où quand on voit les images, d'ailleurs, il y a une chanteuse, mais les projecteurs sont si forts que tout son maquillage coule pendant qu'elle chante. Je ne sais pas si vous connaissez cette séquence. Oui, il y a aussi 3 jeunes filles qui se mettent à danser un peu avec un peu de style Joséphine Baker, niveau que vous connaissez bien, Jacques Pessy, mais le cran au-dessous. Oui, la guerre a ralenti ces choses-là. À l'époque, c'était difficile d'accéder à la télévision. On avait mis un certain nombre dans les hôpitaux en particulier. Mais c'est vrai qu'en plus, il a pu, pour la radio et pour la télévision, organiser une ambition culturelle. Il était... Sa compagne, c'était Béatrice Bréty, qui était... la Comédie Française. La Comédie Française, qui joue admirablement Dorine dans Molière. Et qui, par conséquent, a facilité l'idée qu'on pourrait passer de la retransmission de la Comédie Française à la radio. Télévision, c'est important. La radio aussi, il crée les ondes courtes, l'émission en ondes courtes de la France, qui est également très important. Et surtout, et d'autre part, c'est lui qui installe très clairement la différence entre la radio privée et la radio publique. La radio privée vivant de l'argent de la publicité, et la radio publique vivant de la redevance, en expliquant évidemment
ce qui est toujours important de rappeler, je le dis même à Sud Radio, que c'est toujours l'auditeur qui paye. Il peut Toujours. payer par la publicité ou payer par la redevance. Et le choix entre ces deux canaux de financement permet d'élargir beaucoup l'offre de ce que les citoyens peuvent recevoir, ce dont ils peuvent profiter. L'auditeur paye et vous gagnez à être connu, Jean-Noël Jeannet. Oh, bravo. Et alors, autre manifestation importante qui est liée à une chanson. Ce jour-là, au bois de Chaville, il y avait du muguet. Détail. Si ma mémoire est Pierre docile. Détail en 1951. Alors, il n'y a jamais eu de muguet dans le bois de Chaville. Plusieurs personnes peuvent en témoigner. En revanche, à Chaville, il y a samedi prochain un salon de la biographie et du roman historique dont Sud Radio est partenaire. Il y aura Michel Drucker. Il y aura comme invité d'honneur Élie Barnavi. Et vous n'êtes pas le parrain, vous n'êtes pas le président, mais le parrain, Jean-Noël Jeannet. Oui, ça me changera. Oui. Et pour vous, un salon de la biographie et du roman historique, ce sont des genres importants. Oui, parce que je suis de ceux qui pensent que l'histoire est merveilleuse, notamment parce qu'elle peut se décliner de beaucoup de façons. Il y a l'histoire savante que nous aimons, l'histoire que nous portons, par exemple, dans la revue L'Histoire, belle revue qui a été fondée il y a déjà 40 ans, mensuelle. Et puis, il y a toutes sortes d'autres manières d'en parler, qui souvent, d'ailleurs, attirent vers la première la vocation, l'adhésion d'enfants qui passent par là. Je trouve tout à fait respectable le thème du roman historique. Et puis la biographie, aujourd'hui, alors qu'il y a quelques décennies, ça n'intéressait personne, il y a de plus en plus de biographes et de livres demandés par les lecteurs. En effet, nous avions dans la revue L'Histoire, dès les débuts, plaidé, vive la biographie, plaidé pour le genre. Parce qu'à l'époque, elle était méprisée par un certain nombre d'historiens qui portaient surtout leur attention aux mouvements profonds, notamment économiques. Vous savez, ce qu'on appelait les infrastructures, en considérant que l'histoire culturelle et l'histoire individuelle, que l'événement n'était pas très important. Nous avons complètement bouleversé tout ça dans ma génération d'historiens, simplement en renouvelant le regard, en pensant par exemple qu'un événement, on s'intéresse de nouveau à l'événement. J'ai par exemple considéré dans un livre récent les 45 secondes de l'attentat du Petit Clamart. Alors c'est peut-être considéré uniquement de façon anecdotique, mais en fait, si on le regarde de manière plus attentive, on peut y trouver le moment où émergent différentes temporalités. Il y a les mouvements profonds, ce qui change de façon générationnelle, et puis le hasard, qui est tellement important. Donc, nous avons rendu au hasard, à la contingence, à l'exceptionnalité, toute sa place, à condition de rechercher toujours dans ce qui est exceptionnel, ce que cet exceptionnel peut nous dire sur l'ensemble de ce qui le dépasse. Et dans le cas de la biographie, ça s'applique tout à fait. Ce qui nous intéresse quand on fait une biographie, c'est naturellement le fait que la personnalité que l'on évoque est en soi incomparable. Elle est unique par définition, mais qu'en même temps, elle renseigne sur beaucoup de choses. Ce qui l'a formé, le milieu autour, l'atmosphère générale. Et qu'on est là, encore une fois, à la rencontre de la contingence et de la détermination. Et à cette rencontre, l'historien contemporain se sent très bien. Et alors, vous serez donc samedi, je ne sais pas si vous connaissez Chaville, c'est près de Paris, à côté de Sèvres et Meudon. J'ai déjà fait une conférence. Voilà, il y a une salle, il y a un grand lieu qui s'appelle l'Atrium, où il y a une salle Robert Hossein, et puis 70 auteurs qui vont venir dédicacer leurs livres en présence du public. Et vous allez dédicacer plusieurs livres. Il y a un livre formidable qui vient de ressortir, c'est Les grandes heures de la presse, chez Champs Histoire, où vous avez évoqué ce qu'était la presse et ce qu'elle n'est peut-être plus, hélas, aujourd'hui, Jean-Noël Jeannet. J'ai choisi une quarantaine d'événements décisifs, sombres ou joyeux, qui me paraissent, là encore, pouvoir témoigner au-delà d'eux-mêmes sur ce qu'a été l'histoire de la presse, entre les moments de plus grand brio, elle accompagne le développement de la démocratie, et les moments sombres qu'elle a connus du fait de l'atmosphère politique et parfois du fait de ses serviteurs eux-mêmes. Parmi les 40 sujets, il y a France Soir avec Pierre Lazareff. Il y a une anecdote extraordinaire. Il a été le premier à avoir un téléphone portable dans sa voiture. Francis Blanche était jaloux. Et dès qu'il a un téléphone dans sa voiture, premier coup de fil à Lazareff. Et Lazareff lui dit « Excuse-moi, je suis sur la seconde ligne ». Francis Blanche l'a très mal pris. Je rajouterai cela à la prochaine édition. Alors, il y a également un autre livre qui est sorti. C'est « La République a besoin d'histoire » aux éditions du CNRS. Ça aussi, c'est un livre important pour vous, Jean-Noël Jeannet. C'est le 3e volume du genre. J'ai regroupé 10 années d'interventions diverses dans la vie publique, de ma part. Je pense depuis toujours que l'historien ne doit pas seulement faire de l'histoire pour ses collègues, qui sont d'excellents juges de ce qu'il fait, mais aussi pour remercier la collectivité qu'il fait vivre, contribuer là où il est. Les sociologues, les psychologues peuvent le faire aussi. Contribuer à une meilleure compréhension
des événements qui arrivent. Nous sommes bombardés par les nouvelles, donc on a besoin de distanciation. L'histoire l'offre. Je travaille dans une émission de France Culture chaque semaine, mais dans ce livre, on trouve ramassés en effet ces propos divers, 10 années. Je pense que le recueil de ces écrits fait sens. Puis, comme vous n'arrêtez pas, il y a aussi un livre sur François de Vandel, L'argent et le pouvoir, que vous allez dédicacer samedi à Chaville. Encore un sujet différent. C'est une réédition de ma thèse des années 70. Effectivement, j'avais eu le bonheur de pouvoir accéder aux 10 000 pages d'un journal intime d'un homme qui était un symbole des 200 familles, des trusts. Il était président du comité des forges, il était propriétaire du journal des débats, il était régent de la Banque de France, il était député et sénateur. Donc il avait un vrai pouvoir, un pouvoir largement mythifié, bien sûr, en même temps. Et donc je m'étais, à ce moment-là, je m'intéressais à tout ce qui pesait de l'extérieur sur la décision politique. Les médias, mais aussi l'argent. Réalité de l'influence, qui d'ailleurs peut susciter parfois des indignations de démocrates, mais aussi mythologie autour. Et c'est ce que l'histoire de ce personnage, François de Vandel, qui a été influent entre 1914 et 1940, ce que l'histoire de ce personnage permettait d'éclairer. Donc effectivement, le CNRS Édition a réédité ma thèse. J'espère que nous aurons de nouveaux lecteurs et pas seulement en Lorraine. Donc, le week-end, il est fait. Ce sera le salon de la biographie de Chaville, biographie et roman historique dont vous êtes le parrain, Jean-Noël Jeannet. Et à 19h, direction le Petit Montparnasse pour assister à une représentation de l'un de nous deux, Mandelblum, avec Christophe Barbier et Emmanuel de Chartres, dont vous êtes l'auteur. Le reste n'est pas public. Voilà, c'est autre chose. En tout cas, merci d'avoir participé à ces clés d'une vie. Merci de continuer à écrire et à produire. Et vous serez toujours le bienvenu à Sud Radio où, comme vous, nous parlons vrai. Merci de votre accueil. Je prends bonne note de cette invitation future. Dans quelques instants, Brigitte Lahaye. Et nous, on se retrouve demain pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée, merci, à demain.